Euh, Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais d'abord remercier, comme il se doit, Simon Paille et Pierre-Michel Menger pour cette invitation et préciser d'emblée que mes travaux ne portent pas précisément sur les big data, mais plutôt sur les activités de service et la façon dont certaines entreprises de ce secteur d'activité essaient de mettre au travail leurs clients. Alors, mes recherches ne sont toutefois pas sans lien avec la question des traces numériques et des grandes bases de données que marchandisent certains acteurs clés de la net économie. D'abord, il s'agit bien, dans les deux cas, d'activités de services qui nécessitent une coproduction. Ces bases de données ne seraient en effet exister sans la participation des clients utilisateurs qui les alimentent. Ensuite, le succès de certains géants d'Internet comme Google ou Facebook, s'appuyant sur l'utilisation et la vente de ces données, la question se pose, me semble-t-il, de savoir si le modèle économique de ces entreprises ne repose pas, lui aussi, sur un mécanisme de mise au travail des internautes, qu'il s'agisse de clients ou de simples utilisateurs. Autrement dit, je vais ici essayer d'examiner en quoi le modèle de la mise au travail des clients que je propose peut s'appliquer au cas des big data. S'il fonctionne tel quel et permet d'éclairer d'un jour nouveau le phénomène, s'il demande à être complété ou s'il conduit au contraire à rejeter cette hypothèse au regard des prérequis qui sont les miens. Alors, pour répondre à cette question, je procéderai en 3 temps. Je commencerai par présenter brièvement les 4 sortes de contributions des clients que j'ai pu identifier à partir de mes terrains d'enquête. Je reviendrai ensuite sur le caractère polysémique de la notion de travail pour expliciter à partir de quelle acception et sous quelles conditions il me semble scientifiquement fondé de parler de mise au travail des clients. Et enfin, j'aborderai le cas plus spécifique des traces numériques et de la nature du travail qu'elles nécessitent, ce qui me permettra, pour finir, de revenir sur les questions que soulèvent l'utilisation et la marchandisation de ces grandes bases de données. Alors, pour commencer, donc, les 4 sortes de contributions des clients à l'efficacité productive des entreprises de services. La première est ce que j'appelle l'astreinte client. Elle renvoie au temps d'attente que supportent les clients, que ce soit dans les files d'attente, comme aux caisses de supermarché ou au McDo, dans les salles d'attente, comme chez le médecin ou les kinésithérapeutes que j'ai pu étudier, ou encore chez eux, lorsque, comme cela arrive souvent, un créneau horaire leur est annoncé pour une prestation à domicile. Alors, loin d'être naturel ou inéluctable, loin d'être le produit d'une déficience organisationnelle, cette astreinte client résulte en fait d'une organisation du travail qui vise à accroître la productivité des salariés. En effet, en ajustant toujours plus les effectifs aux périodes d'affluence des clients et en développant la polyvalence des salariés, cette dernière parvient à réduire l'occurrence de temps mort entre chaque client et par là le risque de se retrouver avec du personnel improductif. Seulement, dans le même temps, cette externalisation des temps morts se traduit par une tendance à la systématisation de l'attente des clients et un accroissement de la pression exercée par ces derniers sur les personnels de contact. Donc ce temps d'attente que supportent les clients et qui contribue à la productivité des salariés, c'est ce que j'appelle l'astreinte client. La deuxième sorte de contribution des clients, elle, est plutôt managériale. Elle renvoie à 2 mécanismes coexistants. D'un côté, par les marques de respect, de reconnaissance, voire de gratitude qu'ils adressent aux salariés, les clients participent fortement au sentiment d'être utiles et de rendre service. Par là, ils contribuent à l'engagement dans le travail des salariés. Mais d'un autre côté, ils constituent également une contrainte extrêmement forte dans la mesure où ils ont tendance à contrôler le travail qui s'opère sous leurs yeux. Alors ces 2 réalités, bien qu'elles coexistent, sont néanmoins en tension, comme le montre le schéma qui figure sur l'écran. Si la contribution managériale des clients, elle renvoie au contrôle exercé sur les salariés comme au sens donné au travail et aux efforts qu'ils nécessitent, il est néanmoins certains cas, comme celui des caissières ou des équipiers du McDo, qui sont en l'occurrence particulièrement exposés à la pression du flux client et ne jouissent pas de compétences spécialement reconnues, pour lesquels le contact client est d'abord, et davantage d'ailleurs, source de contrôle que d'autonomie professionnelle, de même qu'il est davantage à l'origine de marques d'ingratitude, voire de mépris, que de reconnaissance et de valorisation sociale. La situation est pour le coup quelque peu différente pour les professionnels ou les spécialistes, comme les médecins ou les avocats,
qui disposent non seulement de compétences reconnues et valorisées socialement, mais de dispositifs comme des salles d'attente pour pouvoir exercer leur travail à l'abri des regards et autres formes de contrôle des clients qui attendent. Bref, malgré des différences notables selon la place occupée dans l'espace social, les clients jouent donc un rôle souvent important dans l'engagement dans le travail des salariés en front office. Ce rôle-là, c'est justement ce que j'appelle la contribution managériale des clients. La troisième façon dont les clients peuvent participer à l'efficacité productive des entreprises, c'est en intensifiant leur contribution au cours de la relation de service. Car du point de vue des entreprises, au fond, rien ne sert de rationaliser le travail des salariés en front office, de chercher à optimiser le moindre déplacement, le moindre fait et geste, comme au McDo, si en face, les clients, eux, prennent tout leur temps. Autrement dit, les gains de productivité des salariés en front office dépendent également de la propension des clients à entrer eux aussi dans le flux de production. Or, les clients, en tant que coproducteurs non subordonnés, ne sont en rien obligés, du moins d'un point de vue formel et donc a priori, de se plier à cette contrainte productive des entreprises. À travers le cas du McDonald's, j'ai néanmoins pu identifier deux dispositifs organisationnels permettant d'intensifier la contribution des clients au cours de la relation de service. Le premier est l'autocontrôle client. Qu'est-ce que cela signifie ? J'ai pu observer que dans les files d'attente, les clients qui attendent exercent une certaine pression sur les clients indécis. Gênés, ces derniers apprennent progressivement ainsi qu'il est tacitement convenu d'anticiper leur passage en caisse en se renseignant sur l'offre et en choisissant leur menu avant même de passer commande. Ce faisant, le temps de passage en caisse est extrêmement court, les échanges sont brefs et correspondent davantage à une saisie de demande qu'à un véritable diagnostic. Le second mécanisme renvoie quant à lui à ce que j'appelle la suggestion productive des personnels de contact, c'est-à-dire tout ce qui, par leur attitude, met la pression sur les clients pour qu'ils commandent le plus vite possible. Au McDo, les équipiers sont formés à cela. À la moindre hésitation des clients, ils doivent, quitte à leur couper la parole, formuler des suggestions du type menu best-of ou frites coca, de manière à orienter, mais surtout à rythmer leur prise de commande. Lors du passage en caisse, les clients sont donc à la fois pressés par les clients qui attendent et tirés par les salariés qui, par leur attitude et leurs suggestions productives, rendent manifestes les contraintes productives qui pèsent sur eux. Ces deux mécanismes entrent ainsi en cohérence et constituent en quelque sorte le régime de mobilisation des clients. Enfin, la quatrième et dernière sorte de contribution des clients réside dans le fait de prendre en charge une partie du travail auparavant réalisé par des salariés. Alors, cette externalisation de certaines tâches auprès des clients s'opère principalement à travers deux dispositifs. Le premier est organisationnel et bien connu. Il s'agit du self-service, c'est-à-dire le fait que les clients se servent directement en rayon et non plus par l'intermédiaire d'un vendeur. Donc, on retrouve ce phénomène bien sûr dans la grande distribution alimentaire, mais aussi dans la restauration avec les fast-foods ou les self comme Flunch. On retrouve aussi le self-service également dans le prêt-à-porter, les magasins de bricolage, les marchands de meubles comme Ikea, etc., etc. Bref, né dans la distribution alimentaire, le self-service tend aujourd'hui à se généraliser à la plupart des activités de service. La spécificité de cette innovation organisationnelle par rapport à celle observée dans l'industrie est au fond qu'elle vise moins à intensifier le travail des salariés qu'à le réduire en substituant, sinon complètement, du moins en partie, les clients aux salariés en front office. Pour cela, toutefois, encore faut-il que les clients sachent comment faire. Cela suppose ce que j'appelle, la suite de Kian Goudarzi, une socialisation organisationnelle des clients aux nouvelles procédures de consommation. En effet, avec le temps, les clients apprennent et finissent par intérioriser ces nouvelles procédures. Ils finissent par débarrasser machinalement leur plateau, se servir directement en rayon, trouver seuls les produits qu'ils veulent, leur prix, voire leurs avantages relatifs par rapport aux autres produits. Avec le temps, ils finissent entre autres par savoir que chez Ikea, il faut tout au long de son parcours relever les références des marchandises, noter les allées où elles se situent, pour ensuite aller eux-mêmes les chercher dans l'entrepôt avant leur passage en caisse. Bref, avec le temps, ils finissent par intérioriser le fait qu'ils doivent d'abord essayer de se débrouiller seuls, avant éventuellement d'avoir recours, en cas de problème, à l'aide de vendeurs.
Le second dispositif, lui, est technologique. Il s'agit de ce que j'appelle l'autonomation, concept renvoyant à la contraction des processus d'automatisation de la production et d'autonomisation de la contribution des clients. Alors, si son principe générique est le même que celui du self-service, à savoir la substitution des clients à des salariés, je le dissocie de ce dernier dans la mesure où il renvoie à l'introduction de machines et est ainsi assimilé généralement au processus classique de substitution du capital au travail. Or, à y regarder de plus près, et contrairement aux apparences, dans les services, les innovations technologiques ne se traduisent pas nécessairement par le remplacement de l'homme par des machines. Au contraire, dans certains cas, ces innovations constituent davantage un moyen de mettre au travail les clients, c'est-à-dire de remplacer du travail vivant salarié par une autre espèce de travail vivant, a priori gratuit. Ainsi en est-il par exemple des caisses automatiques dans la grande distribution, au cinéma, dans les banques, dans les gares ou dans les stations-service. Ceux qui scannent les produits à la place des caissières, ce ne sont pas les machines, mais bien les clients. Ceux qui remplacent les salariés, font le plein d'essence, renseignent le type de film à voir, indiquent la somme d'argent retirée, etc., etc. Ce ne sont pas les machines, mais bien les clients. Ici, l'innovation tient donc moins à la substitution du capital au travail qu'à la création d'interfaces suffisamment simples et didactiques pour que les clients puissent, presque tâche pour tâche, se substituer aux salariés qui utilisaient jusqu'à présent ces machines. Aussi, Internet renvoie-t-il au même mécanisme. Au fond, il rend possible le développement d'automates à domicile qui permettent non seulement de réduire le coût du travail, mais les investissements fonciers et autres frais tout à fait considérables que suppose le déploiement d'un parc d'agences sur tout un territoire. Les succès tout à fait notables dans le e-commerce tiennent essentiellement à cette compression des coûts de production. Bref, qu'elle passe par l'introduction de machines ou non, la quatrième sorte de contribution des clients renvoie de manière générique à la prise en charge par les clients d'une partie du travail auparavant réalisé par des salariés. J'en viens à présent au deuxième point de ma présentation. Les quatre sortes de contribution des clients exposées restent maintenant à savoir sous quelles conditions ces dernières peuvent être considérées comme un travail. Le problème, c'est que pour répondre à cette question, il faut déjà s'entendre sur ce qu'est le travail, ce qui, pour le coup, est tout sauf évident, compte tenu du caractère extrêmement polysémique de cette notion. Alors, Alain Cotreau en identifie 14 acceptions possibles que Michel Lallemand propose de regrouper en 4 catégories. Il y a d'abord le travail souffrance. Dans cette acception, travailler, c'est y mettre du sien, c'est dépasser, c'est se donner de la peine dans l'exercice d'une activité. Il y a aussi le travail-activité. En ce sens, travailler, c'est y mettre du sien, c'est dépasser l'incomplétude des prescriptions. Il y a ensuite le travail-statut ou le travail-intégration. Et ici, travailler, c'est s'inscrire dans une activité qui est socialisée et socialisante. Et enfin, quatrième acception possible du concept, il y a le travail-exploitation. Dans ce cas, travailler, c'est créer de la valeur pour l'entreprise. Alors, à mon sens, la première acception est beaucoup trop subjectiviste et relativiste. Dans cette perspective, est travail ce que les clients considèrent comme tel, c'est-à-dire au fond tout et rien, et il suffit qu'ils y voient une dimension ludique ou récréative pour infirmer l'idée qu'ils travaillent. Quant aux deuxième et troisième acceptions, elles ne permettent pas, à mon sens, de véritablement distinguer le travail d'activités hors travail, comme les activités associatives ou de loisirs, qui, elles aussi, au fond, peuvent être socialisées, socialisantes, et nécessiter que l'on y mette du sien. À mes yeux, donc, seule la dernière acception, celle sur la création de valeur, constitue un critère suffisamment robuste pour savoir si la contribution des clients peut être, ou non, considérée comme un travail. Mais dans cette perspective, la question devient qu'est-ce que la valeur, d'une part, et d'autre part, sous quelles conditions un travail crée de la valeur pour l'entreprise. Questions pour lesquelles le cadre théorique marxiste m'est apparu particulièrement judicieux au regard des réponses qu'il apporte pour le cas des salariés. Alors, qu'en est-il au regard du cadre théorique marxiste ? Dans cette perspective, les managers occupent bien une fonction centrale, au sens où ils permettent d'optimiser la création de valeur de ceux qui participent directement à la production des biens et des services, mais ils sont par nature improductifs.
Les deux premières sortes de contributions, l'astreinte client et la contribution managériale des clients, ne sauraient par conséquent être considérées comme un travail productif. Il en va autrement, en revanche, lorsque les clients intensifient leur contribution et surtout lorsqu'ils prennent en charge une partie du travail auparavant réalisé par des salariés. Car en ce cas, ils permettent de réduire le temps de travail socialement nécessaire à la production du service, donc sa valeur, ce qui, dans la mesure où celle-ci devient inférieure à la valeur moyenne que l'on retrouve sur le marché, permet aux entreprises de tout à la fois baisser leur prix et augmenter leur plus-value. Nous avons alors affaire à un mécanisme au fond assez classique, celui de la plus-value extra chez Marx, qui a toutefois ceci de spécifique ici, qu'il fait suite à la prise en charge par les clients d'une partie du travail auparavant réalisé par des salariés, d'où le concept de néo-plus-value extra. Néanmoins, comme toute plus-value extra, cette plus-value ne dure qu'un temps. En effet, dès lors que les concurrents adoptent le même système de production, cette plus-value disparaît, du moins dans la mesure où les mécanismes de concurrence fonctionnent, ce qui, comme on le sait, n'est pas toujours le cas. Mais en ce cas, la baisse des prix donne alors lieu à une nouvelle sorte de plus-value que j'ai proposé d'appeler une néo-plus-value relative. Bref, si je parle de mise au travail des clients, c'est que, comme je viens d'essayer de le montrer, sous certaines conditions, les clients créent de la valeur pour les entreprises. Reste à savoir à présent pourquoi ces derniers acceptent cette mise au travail. Les raisons qu'ils avancent sont multiples et diffèrent selon les individus et les situations de service. On peut néanmoins en identifier certaines qui reviennent de manière récurrente. D'abord, il y a des raisons qui s'avèrent non utilitaristes, comme l'habitude. J'ai en tête notamment le lieu des courses qui revenait derrière cet argument, comme l'altruisme, pour le fait de débarrasser son plateau pour aider le serveur, même lorsque cela n'est pas exigé, comme l'attrait pour les nouvelles technologies, notamment parmi les jeunes, ou encore l'acceptation par défaut. Je pense ici aux situations de captivité ou de monopole géographique. Mais à côté de ces raisons non utilitaristes, il y en a d'autres qui reviennent de manière plus récurrente, qui, elles, sont utilitaristes au sens où elles présentent la contribution des clients comme un coût acceptable au regard des bénéfices qu'ils en tirent. Alors ces dernières sont principalement au nombre de 3. La première raison est le prix. Ils acceptent de prendre en charge cette contribution, mais en échange, ils considèrent que cela se traduit ou permet une baisse des prix. Le deuxième argument, c'est la praticité. J'accepte d'en faire davantage, ou de prendre en charge certaines tâches du procès de production, mais en échange, cela me permet de m'affranchir de certaines contraintes géographiques ou temporelles. Ça me permet de consommer depuis chez moi à n'importe quelle heure de la journée, si je le souhaite, si on prend l'exemple du e-commerce par exemple. Et enfin, la dernière raison qui est parfois évoquée, pour certains cas, c'est le fait de s'affranchir de la pression commerciale des vendeurs. Et l'exemple le plus récurrent étant alors celui des magasins de prêt-à-porter, où les clients ont plutôt tendance à fuir les vendeurs qui leur proposent leurs services. Cela dit, ce n'est pas parce que les clients retirent parfois des avantages économiques et ou pratiques, comme je viens de le montrer, que la relation client-prestataire reste équilibrée. Au contraire, à partir du moment où les entreprises profitent au fond de cette mise à contribution pour accroître leur plus-value, cela signifie que par leur travail, les clients créent plus de valeur qu'ils n'en économisent par l'éventuelle baisse des prix. J'en viens à présent au troisième point de mon exposé, celui sur les big data. Alors, si on entend par là de grandes bases de données numériques qui stockent des informations sur les utilisateurs ou les clients, à partir des traces qu'ils laissent d'eux sur Internet, il en ressort que la première caractéristique de ce type de contribution est qu'elle se réalise sans coprésence. Alors c'est là, à mon avis, un élément essentiel, car ça signifie que les trois premières sortes de contributions que je viens d'exposer ne s'appliquent pas de fait au cas des big data. D'abord, les temps d'attente des internautes ne permettent en aucun cas d'intensifier le travail des salariés. Ensuite, la contribution managériale des internautes est tellement indirecte et à ce point médiatisée qu'elle relève, au fond, de la rhétorique managériale sur le client et sa fameuse satisfaction. Elle relève davantage de cela que du rôle que ce dernier
je dirais, fait de chair et d'os, joue réellement dans le rapport au travail des salariés. Enfin, le fait que les internautes aillent vite ou non n'a aucune espèce d'incidence sur le temps de travail des salariés et leur productivité. La seule sorte de contribution qui pourrait alors se rapprocher du cas des big data, c'est donc la quatrième, celle de l'accroissement de la contribution des clients. Seulement pour cela, encore faut-il que les internautes réalisent un travail ou disons une activité qui auparavant était réalisée par des salariés. Or, qu'y avait-il avant ces big data ? Comment les entreprises avaient-elles accès à la vie et aux attentes des consommateurs ? Ces informations étaient, me semble-t-il, le plus souvent collectées à travers des questionnaires de satisfaction, comme continue d'ailleurs de le faire un certain nombre d'entreprises. Et donc, ces informations étaient déjà coproduites. Les clients répondaient à des questions, certes, mais des salariés concevaient ces questionnaires, en analysaient les réponses et en tiraient des enseignements en termes de conception de l'offre et d'ajustement de la communication. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé ? Qui fait quoi ? Sont-ce les internautes qui conçoivent les dispositifs de traçabilité sur Internet ? Sont-ce les internautes qui en analysent les données ? Sont-ce ces mêmes internautes qui en tirent des enseignements pour renouveler l'offre, ajuster la communication des entreprises ? A priori, dans la plupart des cas, il me semble que leur contribution se situe à un autre niveau. Ce qu'ils font, au fond, c'est ce qu'ils ont toujours fait, à savoir donner accès à leurs pratiques et leurs attentes. Ce qui a changé, c'est juste leur manière d'y donner accès. Avant, c'était en répondant à des questionnaires. Aujourd'hui, c'est de plus en plus, et sans nécessairement en avoir conscience, en laissant des traces de ce qu'ils font sur Internet, en naviguant sur Google, en postant des photos, des musiques, des commentaires sur Facebook, etc., etc. En somme, dans la mesure où l'activité des internautes ne se substitue pas à celle de salariés, il me semble, au regard du modèle que je propose, qu'il serait impropre de parler de mise au travail pour décrire leur contribution à la constitution des grandes bases de données numériques dont disposent les entreprises. S'il fallait qualifier ces big data, je dirais plutôt qu'elles correspondent surtout à un processus d'automatisation d'une partie du travail auparavant réalisé par des salariés. Même si, bien sûr, l'ampleur de ces bases de données, comme les potentialités qu'offre aujourd'hui Internet, dépasse de très loin le travail des équipes marketing ayant réalisé les premières études de marché, même si évidemment l'activité en tant que telle n'a plus rien à voir, il me semble que d'un point de vue fonctionnaliste, ces big data correspondent en effet à une forme d'automatisation d'une des fonctions du marketing et donc d'une partie du travail qui de façon générique était réalisée et est encore parfois réalisée au sein de ces services. Alors, pour conclure, je dirais donc que l'enjeu des big data se pose moins, à mon sens, en termes de mise au travail des clients et donc d'extraction de valeur que de contrôle, de surveillance et par conséquent de débat démocratique à engager sur la protection des données personnelles et les limites à donner à cette nouvelle espèce de mise sur écoute généralisée sur la toile. Autrement dit, j'aurais plutôt tendance à penser que le cas des big data appelle davantage à une analyse foucaldienne que marxiste. Car sur Internet, on le sait, chaque fait et geste laisse une trace qui alimente des bases de données à partir desquelles les entreprises, via des algorithmes dont la puissance de calcul évolue de façon exponentielle, ajustent toujours plus leur offre et leur communication. Alors si du point de vue des entreprises, cette connaissance de plus en plus fine des pratiques, des représentations et des attentes des consommateurs est déterminante pour assurer des débouchés à leur production et se développer, en revanche, pour les consommateurs, cette masse de données dont disposent les entreprises ne fait que renforcer, au fond, leur vulnérabilité, c'est-à-dire leur incapacité à se déprendre de l'emprise du marché, des frustrations qu'il suscite et du désir d'achat plus ou moins compulsif qu'il alimente. Il y a donc là, me semble-t-il, quelque chose qui, dans les big data, entendu comme mécanisme d'extraction de données en vue d'une utilisation marketing, relève de l'aliénation. De l'aliénation par la consommation, mais aussi par le travail, car le fameux cercle vertueux fordien de référence, pour ne prendre que cet exemple, celui de la productivité, de la croissance, de l'élévation des niveaux de vie et de la consommation de masse, est aussi celui vicieux de l'assujettissement de l'homme aux finalités du système capitaliste, celui dans lequel la centralité du travail devient aussi indiscutée et indiscutable qu'elle nourrit l'ivresse de la consommation.
Si l'approche marxiste peut être utile à l'analyse des big data, c'est donc moins, me semble-t-il, en termes d'exploitation que d'aliénation. Mais c'est là une hypothèse déductive qui, dans une approche sociologique, mériterait bien sûr investigation. Je vous remercie de votre attention.